Bien, Monsieur le Président, Monsieur le maire, très cher François, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d'ARD, directrices générales, directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, bref, chers amis, véritable plaisir d'intervenir devant vous pour clôturer ces 2 jours, pour vous parler d'attractivité bien sûr, et pour vous parler plus particulièrement d'attractivité et de France 2030. Et je tiens à te remercier, cher François, pour ton aimable invitation. L'attractivité, vous le savez, et je le dis régulièrement, c'est un sport de combat. C'est une compétition particulièrement rude. Elle l'était avant, elle l'est plus encore depuis 4 ans, parce que depuis 4 ans, vous le savez, la France fait la course en tête pour l'accueil des projets d'investissement étrangers en Europe. En 2022, elle était première en nombre de projets, première pour les projets industriels, première pour les projets innovants. La compétition, elle est rude, aussi parce que le monde a changé. Évidemment, depuis la pandémie de Covid-19 jusqu'aux conséquences de la guerre en Ukraine, toutes ces crises qui ont ébranlé l'ordre économique mondial ont entraîné une attrition des flux mondiaux d'investissement direct. La ressource se raréfie et la concurrence s'aiguise. Et dans ce combat, nous disposons d'une arme, d'une nouvelle arme, c'est le plan France 2030 dont je vous reparlerai juste après. Là-dessus, Business France a reçu un mandat du gouvernement pour porter le programme France 2030 à l'international, à la fois dans le but d'en faire un atout pour l'export et un atout pour l'attractivité. Parce que si l'attractivité est un sport de combat, c'est aussi un sport d'équipe. Si la France enregistre d'aussi bonnes performances, nous le devons d'abord à l'engagement permanent et collectif de l'ensemble des acteurs de l'attractivité, partout dans nos territoires et partout dans le monde. Nous le devons notamment à votre engagement, aux synergies fortes qui se sont développées sur le terrain entre toutes celles et ceux qui partagent cette même ambition. Et cette ambition du cœur, finalement, c'est celle que notre pays, que notre région, que nos régions, que tous nos territoires, finalement, aillent bien. Notre ambition, c'est de créer à l'international et par l'international les conditions qui assureront la réussite de nos territoires et de nos entreprises. C'est que nos jeunes talents s'insèrent efficacement dans la vie active. C'est d'atteindre le plein emploi. C'est que nos concitoyens puissent disposer des produits et services critiques et essentiels. Par exemple, la crise sanitaire nous a durement rappelé combien la sécurité n'était pas que militaire. Et cette ambition partagée, c'est finalement de réindustrialiser notre pays. C'est la clé pour remporter la bataille du commerce extérieur. C'est la clé pour consolider notre souveraineté. C'est la clé aussi pour réussir la décarbonation de notre économie. Nous l'avons entendu juste avant. Il en va aussi de l'intérêt de tous les opérateurs économiques français, chez nous comme à l'étranger, que notre politique d'attractivité soit forte et efficace. Et chacun dans son métier doit savoir trouver les leviers d'amplification et de valorisation de l'attractivité française, ce bien commun. Une économie française modernisée, décarbonée, pleinement intégrée dans les filières européennes d'avenir, leader mondial souvent, où les acteurs étrangers se sentent accueillis et confiants, c'est une chance et des atouts supplémentaires pour chacun d'entre nous, pour chacune de nos institutions ici, et finalement à la fin, pour chacun des Français. Cette ambition, c'est bien sûr celle du gouvernement, du réseau diplomatique, des services économiques, c'est celle des conseillers du commerce extérieur de la France dans 150 pays où ils sont actifs, c'est celle de 67 communautés French Tech dans le monde, c'est celle de 120 chambres de commerce à l'étranger, et l'attractivité, c'est l'affaire et l'intérêt aussi, évidemment, de toutes les entreprises françaises. Ces entreprises, elles en bénéficient en ayant un pays plus attractif, mais surtout, elles y contribuent, car les investisseurs étrangers sont de plus en plus en recherche d'écosystèmes, d'externalités positives, comme on dit en économie, qui peuvent leur assurer des conditions de développement optimales. Chaque entreprise française est dépositaire d'une part de l'image de notre pays. C'est la raison d'être de nos marques sectorielles que vous connaissez, la French Tech, j'en ai parlé, mais aussi la French Fab, la French Care, et aux côtés des entreprises, nous ajoutons aux perceptions traditionnelles, si efficaces par exemple dans le secteur du luxe ou du tourisme, des nouvelles perceptions de rupture, celles d'un pays pro-business et d'une économie knowledge-based. L'attractivité, j'ai gardé le plus important pour la fin, c'est au premier chef l'affaire des territoires. Ces territoires,
les régions, qui sont des partenaires essentiels de notre stratégie d'attractivité, mais aussi les départements et évidemment les intercommunalités et les métropoles. En matière d'attractivité, tout commence et tout finit dans les territoires. Tout commence et tout finit avec vous, qui représentez ces agences régionales et locales de développement économique. Les territoires forment un maillon essentiel, mais tous les maillons le sont, et la force de l'ensemble repose sur un accord collectif entre nous tous pour œuvrer au bénéfice de l'attractivité, et c'est notre responsabilité à Business France que de l'assurer. Je l'ai déjà dit, je le répète, la France est le pays le plus attractif d'Europe depuis 4 ans. Et vous le voyez à l'écran, cette façon de le présenter par Ernst & Young m'avait beaucoup fait sourire, parce que la France est devant malgré tout. Et ce malgré tout, eh bien, moi je le prends comme une reconnaissance. Une reconnaissance du fait qu'il reste encore du chemin à parcourir. Bien sûr qu'il reste des freins, bien sûr qu'il reste des irritants, il reste des interrogations et des étonnements, parfois des incompréhensions, et ce sont des chantiers permanents pour le gouvernement, dans des budgets en tension, comme vous le savez. Mais c'est d'abord une reconnaissance de notre forte résilience, et une reconnaissance finalement de nos atouts et de nos efforts. Premier malgré tout, pourquoi pas, mais surtout grâce à tout ce que la France peut offrir et qu'il faut toujours rappeler à l'étranger. Un positionnement géographique au carrefour des principales routes commerciales, un solide réseau logistique, des services publics et des infrastructures reconnus, des talents extrêmement bien formés, performants et disponibles. Ce sont autant d'avantages comparatifs qu'il faut sans cesse rappeler. L'attractivité retrouvée de la France, c'est une promesse, pas seulement d'une France touristique et éternelle, mais une promesse émise par les puissances publiques nationales et territoriales. Une promesse faite aussi par la robustesse de l'offre française. En un mot, une promesse de succès. Le message que nous adressons aux entreprises étrangères est clair. Choisissez le site France. Confiez-nous une part de votre avenir. C'est un choix gagnant pour vous, c'est un choix gagnant pour nous, et vous ne le regretterez pas. Et ce discours, l'ensemble de nos collaborateurs, avec souvent des collaborateurs également des agences de développement, le passent ensemble partout dans le monde. Premier malgré tout, mais surtout grâce à tout le travail accompli depuis toutes ces dernières années ensemble. Notre première place européenne, elle n'est pas le fruit du hasard. C'est évidemment le dividende de réformes qui ont été menées, en gardant toujours un cap pro-business, pro-compétitivité, pro-emploi. Modernisation du marché du travail, baisse de la fiscalité, simplification de nos usages administratifs, réponse aux crises, à chaque fois avec consistance, persistance, innovation. Depuis 6 ans, nous sommes au rendez-vous et nous faisons collectivement le job. Et nous continuons. Comme l'a annoncé encore le gouvernement concernant par exemple la baisse des impôts de production, ayant baissé de 4 milliards d'euros en 2023 et qui baisseront encore d'1 milliard d'euros en 2024 pour parvenir à la suppression totale de la CVAE en 2027. Ceci, c'est le résultat d'une stratégie à la fois claire et constante. Être premier, c'est bien, il faut s'en réjouir, mais être premier n'est pas un objectif en soi. Nos objectifs, vous les connaissez. Atteindre le plein emploi à l'horizon 2027, c'est-à-dire ramener le chômage sous la barre des 5%. Aujourd'hui, nous sommes encore à 7%. Devenir la première grande économie décarbonée d'Europe d'ici à 2040. Confère ce que nous avons entendu dans la présentation précédente. Consolider notre souveraineté économique et notre autonomie stratégique en sécurisant nos chaînes de valeur et d'approvisionnement. Tout ça pour finalement réindustrialiser notre pays. Et je vais m'arrêter un instant sur l'enjeu de réindustrialisation, car il est fondamental et particulièrement parlant. Comme vous le savez, à l'aune de l'histoire économique de notre pays, le constat est sévère. En 20 ans, notre pays a perdu près de la moitié de ses usines et un tiers de ses emplois industriels. Et ici, la région Bourgogne-Franche-Comté en a été un témoin. Comme l'a récemment évoqué Roland Lescure, le ministre délégué chargé de l'industrie, on n'est pas tous égaux face à l'industrie. La désindustrialisation de ces 40 dernières années a touché des territoires où il n'y avait pas d'alternative. Et certaines régions françaises ont été durement touchées par les crises du charbon, de l'acier ou encore du textile. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit que dans ces régions, dans le Nord, en Meurthe-et-Moselle, dans les Pyrénées-Atlantiques, dans la Loire, à Dunkerque, à Longwy, à Pau, à Saint-Étienne, le chemin de la revitalisation passe par les investissements étrangers.
On voit que si la France est redevenue créatrice nette d'usines et d'emplois industriels, c'est grâce aux entreprises étrangères qui font le choix de s'implanter dans nos territoires. Et les mesures qui ont été présentées par le Président de la République le 13 mai dernier, avec notamment le projet de loi sur l'industrie verte qui a été adopté il y a seulement quelques semaines, permettent d'assumer et de montrer la volonté d'avancer sur le plus grand chantier du XXIe siècle, la décarbonation de notre industrie. Je rappelle rapidement que grâce à ce dispositif de la loi Industrie verte, les délais d'ouverture d'usines passeront de 18 à 9 mois, le foncier sera libéré dans le respect de la loi Climat et Résilience, un plan d'épargne avenir climat pour les jeunes sera créé et la commande publique sera fléchée vers les entreprises vertueuses. Quand on se fixe cet objectif ambitieux de reconquête industrielle décarbonée, les enjeux apparaissent clairement. Tout d'abord, l'énergie. Le retour d'usines vertes et 4.0 va limiter les émissions liées au commerce mondial de marchandises et répondre aux besoins de transition. Mais cette production va mécaniquement entraîner une consommation accrue d'électricité sur plusieurs décennies. La France peut s'appuyer sur des forces uniques. Comparons-nous par exemple avec l'Allemagne. Selon la Chambre de commerce et d'industrie allemande, pas française, avant la crise énergétique, une PME allemande payait l'électricité en moyenne 2 fois plus cher que son concurrent français. Mi-septembre de cette année, ce serait, selon elle, 4 fois plus cher. Et le risque de délocalisation est pris très au sérieux outre-Rhin pour cette raison précise de compétitivité de l'énergie. En France, nous sommes en ordre de marche pour consolider cet avantage. La loi d'accélération du nucléaire a été votée au Parlement en mai dernier. L'État a investi 470 millions d'euros avec France Relance dans le nucléaire. Le plan d'investissement France 2030 a pris le relais et amplifie cet accompagnement avec plus d'1,2 milliard alloués à la recherche et l'innovation dans le nucléaire et dans les formations et compétences. Et au-delà, il y a toutes les autres sources bas carbone, de l'hydrogène vert à l'éolien, dont nous accélérons également le développement. D'ailleurs, la région Bourgogne-Franche-Comté compte à cet égard des atouts importants avec l'écosystème qui est en train de se créer autour de l'hydrogène. Et Dijon a annoncé la mise en place d'une flotte de véhicules publics propres roulant à l'hydrogène d'ici à 2026. Ce sera la première métropole d'hydrogène en France. Et autour du territoire de Belfort, pour rester dans la région, c'est une véritable vallée de l'hydrogène qui est en train de se créer, avec des entreprises telles que McPhy, que vous connaissez, Inocel, eMove, eWay, qui représentent finalement toute la gamme du savoir-faire, de la fabrication d'électrolyseurs à la compression et aux piles à combustible. C'est un atout pour attirer des entreprises étrangères. Il faut continuer et accélérer pour ne pas qu'elles choisissent d'autres destinations. Nous en parlions, Monsieur le Président, juste avant. Ensuite, le foncier. D'après les études d'Intercommunalité de France, 93% des zones industrielles seront occupées d'ici 2030. 93%. Moins de 10% du foncier disponible peut accueillir aujourd'hui un ensemble de plus de 100 hectares. Et le Président de la République a rappelé que la France a besoin de 20 à 30 000 hectares nouveaux si on veut vraiment réindustrialiser massivement. Donc là, nous faisons face à une aporie qu'il nous faut absolument savoir résoudre collectivement. C'est toute l'ambition des sites clés en main. L'Hexagone dispose entre 90 000 et 150 000 hectares de friches industrielles. C'est une piste qui apportera des solutions, mais pas toutes les solutions. Bien sûr également, le sujet de l'eau. Si l'industrie ne représente que 8% des prélèvements et 4% de la consommation en eau du pays, il y a des territoires où un industriel peut représenter évidemment des volumes bien plus conséquents. Et là aussi, il ne s'agit pas d'interdire ou de stigmatiser. Il faut accompagner les industriels, notamment par le biais des agences de l'eau, pour faciliter le cofinancement d'études, faciliter le cofinancement de la mise en œuvre de solutions trouvées, faciliter la mise en œuvre administrative de ces solutions. Et enfin, les talents. Aujourd'hui, c'est un fait nouveau. 43% des jeunes Français en filière scientifique souhaitent s'inscrire dans cette perspective industrielle. Oui, l'industrie redevient sexy pour nos jeunes talents. Le Président de la République a annoncé en mai dernier que 700 millions d'euros allaient être engagés pour développer des formations aux métiers d'avenir ou en tension dans l'industrie. Et dans cette matrice où l'attractivité que je viens d'esquisser est évidemment extrêmement importante, les entreprises étrangères sont à la fois clientes et apporteurs de solutions. Apporteurs de solutions, mais aussi fournisseurs de capital. Disons-le très clairement, nous avons besoin des financements étrangers pour réussir nos objectifs. L'étude récente de BCG Argos le confirme, seulement 11% des PME et ETI européennes disposent d'une approche structurée et globale
de leur chemin vers le Fit for 55, c'est-à-dire vers la décarbonation. La première difficulté, c'est le mur d'investissement nécessaire et les difficultés à obtenir des fonds. Or, à partir de 2024, l'entrée en vigueur de la directive CSRD obligera des milliers de TI à déclarer la performance environnementale et sociale de leur activité. 10 000 entreprises européennes étaient jusqu'ici soumises à cette obligation. Elles seront bientôt 40 000, dont notamment 700 ETI industrielles françaises. Là aussi, nous avons devant nous un véritable défi à relever. Donc nos entreprises, elles auront besoin de la contribution des fonds. Elles auront besoin, aux côtés des acteurs de capital développement français et des banques, d'apporter des solutions financières. C'est le message que le président de la République émet maintenant chaque année à Versailles, notamment, durant ce moment France particulier qu'est le sommet Choose. Ce message, c'est celui qui affirme que les entreprises étrangères ont toute leur place dans nos stratégies de reconquête que nous prenons à bras-le-corps et d'assurer et d'assumer que nos choix sont clairs. Au fond, l'attractivité, c'est une invitation que nous faisons aux entreprises étrangères. Depuis 2017, nous leur disons « Voilà quelle est notre stratégie, voilà quels sont nos objectifs, voilà quels sont les moyens que nous nous donnons pour y parvenir, voilà comment nous nous proposons d'y parvenir. » Et c'est ce moteur-là qui explique notre performance depuis 4 ans. Voilà aussi ce qui explique le succès extraordinaire de la dernière édition de Choose France. 13 milliards d'euros d'investissements annoncés, 8 000 emplois créés, avec des projets stratégiques structurants pour nos régions, pour notre pays, pour l'Europe. Je cite par exemple, puisqu'on le voit sur la photo, le cas de l'entreprise taïwanaise Prologium. Il y a encore 3-4 ans, Prologium n'aurait pas choisi la France. Il y a vraiment un changement qui s'est opéré sur l'attractivité française. Et Choose France, ce moment clé, c'est l'incarnation même de notre philosophie, une stratégie nationale claire à laquelle les entreprises étrangères contribuent. Des entreprises reviennent, et ce sont des signes forts. Je pense à Intel, qui, après avoir quitté Toulouse en 2017, annonce en 2022 localiser en France, à Saclay, son nouveau centre de recherche et développement européen. Il y emploiera à terme plus de 1000 personnes dans le calcul intensif, l'IA et la conception. Alors j'ai dit que l'attractivité était une invitation, je le maintiens, mais attention, c'est une invitation exigeante. Pour les invités, pas de passe-droit, pas de coupe-fil fiscal, pas de coupe-fil social ni environnemental. Mais il y aura, pour chaque projet, une écoute, des solutions, des mobilisations fortes au niveau central et territorial, et aussi des mobilisations financières. Être numéro 1 vient avec son lot de challenges. Des challenges qu'il nous faudra relever en ne craignant pas de continuer à nous transformer. Ce qui apparaît à l'extérieur doit nous conduire évidemment à nous transformer également. Ce premier challenge, c'est la compétition. Devenir leader, c'est compliqué. Le rester, c'est un combat. Il ne faut pas nous endormir sur nos lauriers. Le deuxième challenge, c'est l'échelle. Oui, je pense qu'on a tous pris un peu de plaisir à lire dans le Spiegel de septembre cette phrase qu'on a entendue un peu partout, « La France, c'est l'Allemagne en mieux ». Et ce, juste après que The Economist salue les succès cachés de la France et de sa résilience. Honnêtement, après autant d'années de French bashing, ça fait du bien, on ne va pas bouder notre plaisir. Mais ce serait une erreur de se réjouir des difficultés de nos voisins. D'une part, parce qu'il reste des concurrents sérieux en Europe. D'autre part, parce que nous voyons bien qu'à l'échelle mondiale, le match ne se joue pas entre la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Pas plus d'ailleurs qu'il ne se joue entre les États-Unis et la France ou entre la France et la Chine, tant le rapport de force est disproportionné. Nous évoluons évidemment dans un environnement où la compétition économique mondiale se joue de continent à continent. Et si nous voulons peser, si nous voulons ne serait-ce que participer, c'est en européen qu'il nous faut jouer. Ça vaut pour l'export, ça vaut aussi pour l'attractivité. Et nous devons, dans les prochaines années, nous mettre d'accord avec nos partenaires européens sur une façon commune de promouvoir cette fois-ci le site Europe, afin d'attirer les plus gros projets d'investissement, les plus structurants. Et là encore, l'ensemble des territoires français ont un rôle à jouer. Il ne s'agit pas de faire un Airbus de l'attractivité, il s'agit encore moins de tout recentrer à Bruxelles. Il s'agit d'inventer le chemin qui permettra de développer un véritable narratif économique européen, tout en maintenant une saine concurrence entre les États membres et surtout tout en maintenant la spécificité des territoires que vous représentez si bien. Business France y travaille avec vous,
mais aussi avec nos homologues étrangers, notamment notre homologue allemande. Et puis le troisième challenge, c'est tout simplement de rester les meilleurs. Être premier par la quantité ne suffit pas. Il faut que nous soyons également premiers par la qualité des investissements. Et cette ambition, c'est finalement de projeter notre pays dans une croissance plus durable, dans une France compétitive, dans un bloc de régulation européenne, une France volontaire devant les défis d'aujourd'hui, une France du plein emploi durablement. J'ai évoqué France 2030. C'est un plan d'investissement massif, bâti sur cette ambition-là. D'ici à 2030, nous aurons investi 54 milliards d'euros, probablement avant, en vérité, 50% pour la décarbonation, 50% pour l'innovation. Et avec France 2030, nous voulons créer des secteurs d'excellence mondiale dans l'intelligence artificielle, dans l'hydrogène vert, dans les climate tech, dans le quantique, dans les réacteurs nucléaires de petite taille, dans l'aviation décarbonée, dans la connaissance du monde marin, dans les alimentations saines, etc., etc., dans le médicament si cher à cette région, etc., etc. Et Business France est fier d'être aux avant-postes de cette ambition. La semaine dernière, en présence d'Olivier Becht, le ministre délégué en charge du commerce extérieur et de l'attractivité, nous avons formalisé notre partenariat avec France 2030. Nous serons désormais l'opérateur international de ce plan majeur pour l'économie française. Partout dans le monde, nous irons, avec toutes les collectivités qui le souhaitent, en faire la promotion auprès des investisseurs étrangers pour vos territoires. Parce que France 2030, c'est un phare pour l'attractivité de la France. Nous en mesurons déjà les effets. Je parlais de la dernière édition de Choose France. Sachez qu'un quart des projets annoncés correspondaient à des secteurs soutenus et accélérés par France 2030. France 2030, ça nous permet tout simplement de passer un cap, d'être en mesure d'attirer les grands projets stratégiques, structurants pour nos territoires, pour notre économie et pour le site Europe dans son ensemble. Alors, chers amis, voilà quels sont nos défis communs pour les prochaines années. Rester premier, attirer les meilleurs projets, renforcer l'acceptabilité locale et environnementale des projets d'attractivité, c'est un vrai sujet. Et pour les relever, j'ai souhaité que nous puissions développer une méthode nouvelle, avec, pour la première fois, une véritable programmation d'action pour l'attractivité en 2024, mutualisée avec notre programmation de l'export, telle que nous le faisons traditionnellement à Business France. Et avec nos partenaires de la Team France Invest, nous allons déployer une offre de services 360 degrés à destination des territoires, bâtie autour de 3 fondamentaux. Une programmation co-construite avec les régions et les agences de développement. 119 actions sont prévues avec les territoires. Une répartition géographique de nos actions à l'étranger qui reflète nos priorités et notre vivier d'investisseurs. Oui, beaucoup les États-Unis, mais oui aussi beaucoup l'Asie du Nord-Est, les pays nordiques et la zone rhénane. Des opérations conçues de façon transversale pour associer les enjeux export et d'attractivité. 45% de notre action événementielle sera ainsi mutualisée. Et j'ajoute qu'en 2024, nous pourrons évidemment nous appuyer sur de très belles opportunités pour faire rayonner le site France dans le monde entier. Quand je parle de 2024, évidemment, résonnent dans vos têtes les grands événements sportifs à venir, à commencer par les Jeux olympiques et paralympiques. D'ailleurs, pour ceux qui aiment le rugby, sachez que, en marge des matchs de la dernière Coupe du Monde, nous avons organisé pour la première fois des Business France Rugby Club, qui étaient des moments de connexion business associant les entreprises et les officiels étrangers et français dans le but de favoriser les opportunités. Nous l'avons organisé dans les 9 villes qui accueillaient les matchs de la Coupe du Monde. Et puis Business France mène d'ailleurs de longue date des actions dans le sport. Je pense notamment aux rencontres internationales des grands événements sportifs. Donc nous avions un coup d'avance, si j'ose dire, et nous continuerons là-dessus, tant le sport est un formidable vecteur d'efficacité en termes d'opportunités d'affaires, mais aussi évidemment de vecteur de lien social. Donc nous mettrons tout ce qu'il faut pour que, dans la perspective des JOP de Paris 2024, nous puissions avoir des actions dédiées, de la visibilité pour que l'écosystème des affaires français et étrangers puisse se rencontrer dans vos territoires. Alors, je le dis assez simplement en guise de conclusion, il nous faut augmenter la désirabilité de la France et de chacun des territoires que vous représentez. Soyons ensemble des relais de la France qui s'engagent, qui marchent vers le plein emploi, qui se réindustrialise et qui fait face avec détermination aux défis de notre temps. Rencontrons-nous encore à chaque fois, c'est pour ça que je prends tant de plaisir à venir vous rencontrer, pour construire finalement ce que j'appelle un gigantesque mégaphone
au service de l'implantation en France. Et vous pouvez compter sur l'ensemble des équipes de Business France pour vous accompagner en ce sens. Monsieur le Président, cher François, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup pour votre invitation et votre écoute.